Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition de 15 heures, dont voici les principaux titres. Cérémonie d'inauguration d'un atelier pour la création des produits artisanaux. Et en actualité internationale, réchauffement climatique, éco-anxiété, la détresse liée au changement climatique. C'est tout donc pour les titres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui en audience le président de la Fédération mondiale du Dakaïtouriou, Maître Sensei Mohamed Laïta. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mahioub, et de l'inspecteur des sports, M. Abdelkader Dahir, et le staff accompagnant, le maître Sensei Laïta. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation conduite par le président de la Fédération mondiale du Dakaïtouriou, maître Sensei Laïta. Il a ensuite longuement écouté les propos du visiteur de marque qui a rappelé les valeurs de ce sport de défense de Dakaïtouriou, qui est un art martial que le maître Sensei Laïta a fondé lui-même et créé pour y installer des fédérations nationales dans plusieurs pays, comme la République de Djibouti, le Maroc, la France, l'Algérie, le Madagascar, le Sénégal et la Tunisie. Maître Sensei Laïta a ensuite indiqué que le Dakaïtouriou est un sport de lutte qui enseigne la philosophie des techniques de combat africains, et plus précisément les techniques de combat de la communauté afar et un ensemble des règles des arts martiaux asiatiques. À l'origine, le mot Dakaïtouriou a pour sens, a-t-il dit, Daka signifie lieu chaleureux, Ito signifie la racine ou l'origine du Rio, veut dire apprentissage des connaissances et de la culture. Donc, à préciser, Sensei Laïta, à l'issue d'un travail physique de haut degré, le Dakaïtouriou dispense un enseignement des techniques point-pied, projection, immobilisation, armes d'autodéfense. Le ministre donc a particulièrement apprécié les explications sur ce sport très djiboutien et qui commence à s'étendre dans tout le pays. Il a souligné l'intérêt de ce sport dans le milieu scolaire et l'utilité qu'il doit avoir pour les élèves qui enseignent des valeurs comme le respect du partenariat et de l'adversaire, l'honneur, l'indulgence et la préservation de l'intégrité du corps combat protégé. Il a indiqué que depuis que le Dakaïtouriou est reconnu par le décret ministériel comme sport national, il serait très utile de l'inscrire dans les sports scolaires et l'enseigner aux élèves assez tôt, puis l'étendre au niveau supérieur. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu aujourd'hui la visite du secrétaire général de la Confédération africaine du badminton, M. Sahir Edo. Du secrétaire général du MENFOB, M. Mohamed Abdallah Mahioub, l'inspecteur des sports Abdelkader Dahir et le président de la Fédération de badminton à Djibouti. Le ministre a souhaité la bienvenue au visiteur de marque, M. Saïd Edo, qui a commencé à présenter son organisation fondée en 1977 et qui regroupe les associations de fédérations nationales ayant pour vocation de gérer et de développer le badminton en Afrique. Plus généralement, il faut dire que la Confédération, qui a son siège dans la ville mauricienne de 4 bornes, est l'une des 5 confédérations composant la Fédération internationale de badminton. Il a évoqué le développement exponentiel du badminton en Afrique et surtout son intérêt pour les jeunes dans les milieux scolaires. Il a surtout plaidé pour l'intégration du badminton dans les sports scolaires et plus les disciplines déjà pratiquées, car il renforce les valeurs sociales et le respect, mais aussi l'olympisme et d'autres vecteurs de rapprochement. Badminton en Afrique, un sport qui est très apprécié parmi les jeunes et qui est très utile pour développer des valeurs cardinales comme la tolérance, la cohésion et l'esprit de solidarité. Il a évoqué les voies et moyens de vulgariser rapidement le badminton en l'inscrivant dans les tournois organisés dans le cadre des disciplines de sport. Toujours en actualité nationale, sous la houlette du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdou, a participé à la cérémonie d'inauguration de l'atelier des productions des produits artisanaux en faveur des personnes handicapées.
Il s'agit d'un nouveau atelier de production de la coopérative CAPS avec des machines modernes et des produits consommables pour accroître sa capacité de fabrication avec l'appui technique de l'agence TICA à Djibouti. La délégation a aussi la formation de qualité des niveaux techniques aux coutures tanneries et parle de membres de la coopérative. La ministre et l'ambassadeur de la République de la Turquie à Djibouti ont commencé par une visite de stand d'exposition des articles confectionnés par les personnes à besoins spéciaux, de celle de la visite de l'atelier artisanal et de la remise de la tricycle de la coopérative. Donc, en effet, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Ouloufa Ismail Abdou, n'a pas manqué de soulever dans son allocution sa profonde gratitude au président de la République dans son engagement constant, en sa forte détermination en faisant de l'handicap un enjeu majeur de l'agenda public. La ministre Ouloufa a souligné aussi dans son intervention l'impulsion du gouvernement en faveur de la promotion, la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées et ce dans tous les domaines de la vie sociale. L'objectif est de favoriser et valoriser le métier d'artisan, mais aussi dispenser des séances de formation pour des personnes handicapées dans le but d'augmenter les chances de création de travail pour ces derniers. Ainsi, Madame la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a précisé qu'il est important d'améliorer l'autonomisation et la condition de vie des personnes à besoins spéciaux dans le but de les insérer dans la vie professionnelle et socio-économique du pays. Cet événement s'est donc déroulé en présence de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, de l'agence de TICA à Djibouti, du directeur général de l'agence de personnes à besoins spéciaux, M. Doual Saïd Mahmoud, et du président du réseau des personnes vivantes avec un handicap, M. Idriss Moumen Abdi. Cet événement a été l'occasion de souligner la performance de la mise en œuvre du projet renforcement de capacité de la coopérative artisanale et culturelle des personnes handicapées. À présent, je vous propose donc d'écouter le discours du coordinateur de la TICA et de l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti. En termes techniques, on a élaboré ce projet de renforcement de capacité, comme d'habitude, en deux phases. Dans le cadre du premier volet, on a équipé en tant que TICA le nouvel atelier de production de la coopérative CACPH avec des machines modernes et des produits consommables pour accroître sa capacité de fabrication. Et donc, on lance une formation de 20 jours en artisanat au profit de 15 nouvelles recrues en second volet du projet avec le concours du ministère des Affaires sociales et de Solidarité. Il est à noter que c'est grâce à la qualité transversale de ce projet qu'on a trouvé l'occasion d'appuyer et de s'adresser aux plusieurs thèmes comme renforcement de capacité, création des activités génératrices de revenus, formation professionnelle, promotion de l'artisanat et du tourisme. Et bien entendu, il faut citer le plus important thème, c'est l'autonomisation des personnes handicapées. Pour ceux qui ne le savent pas, est une agence donc de coopération d'aide au développement qui existe dans 60 pays au monde. Il y a 62 succursales à travers le monde, dont une se trouve à Djibouti. Et nous sommes là depuis 7-8 ans. Et donc, encore une fois, je ne vais pas plus tarder, c'est un bon projet de renforcement des capacités, n'est-ce pas? Cette pandémie de Covid nous a tous perturbés dans tous les domaines, à travers tout le monde. Les travaux ont diminué, les budgets ont diminué, les capacités ont diminué, mais malgré cela, on va continuer, on va essayer de réaliser d'autres fortes sortes. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité a précisé quant à elle qu'il est important d'améliorer l'autonomisation et la condition de vie des personnes à besoins spéciaux. On l'écoute. Comme je le disais, ma gratitude au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, plutôt Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, c'est beaucoup plus honorifique, pour son engagement constant et sa forte détermination en faisant de l'handicap un enjeu majeur de l'agenda politique. Il a impulsé une dynamique décisive et positive pour la promotion
la participation, l'intégration et l'égalité des chances des personnes handicapées, et ce, dans tous les domaines de la vie sociale. Mes sincères remerciements vont également donc à la TICA et à la République de Turquie pour avoir financé et doté cette coopérative artisanale d'un équipement moderne que nous avons visité tout de suite et d'un matériel adapté afin de valoriser le métier d'artisan, mais aussi de dispenser des formations de qualité en phase avec le besoin du marché. Je saisis également cette occasion pour saluer au nom du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et à mon nom propre le travail remarquable et exemplaire accompli par M. Douale Saïd Mahmoud, directeur général de la NPH, d'avoir permis également la réhabilitation physique du siège de l'association Vivre plus fort. Soyez remerciés. Il est important de savoir que sans formation, l'accès à l'emploi reste très difficile. Cet atelier de formation s'inscrit dans la continuité des actions entreprises dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, visant à renforcer des capacités, déguiser les attitudes des personnes handicapées, leur permettre une participation pleine et effective, ainsi qu'une meilleure insertion dans le tissu socio-économique. Comme vous le savez, l'handicap, comme la situation de personnes handicapées, constitue une question transversale qui demande une réponse de tous les départements sectoriels. Mon ministère collaborera, Inch'Allah, étroitement avec tous les ministères et tous les partenaires en agence pour monter en compétences et améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Toujours aux nouvelles du pays, la secrétaire d'État est chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali, a pris part au Global Women Summit qui s'est déroulé à Dakar, au Royaume du Maroc, du 4 au 6 novembre, accompagnée du secrétaire général, M. Ali Hamed, et de Mme Saïd Ali. D'État a été convié à participer au panel inaugural portant sur les perspectives d'une sécurité humaine pour une Afrique résiliente aux côtés des hauts responsables et experts dans le domaine. Lors de son intervention, la secrétaire d'État, Mme Safia Mohamed Ali, a tout d'abord adressé ses vifs remerciements aux organisatrices et n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'enjeu, le défi et les perspectives que revêt la thématique de l'empower des femmes. Elle a également déclaré que la femme qui a un accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement de ses droits sociaux participe de manière efficace et efficiente au développement économique de son pays. Elle n'a pas manqué de rappeler que le problème de la femme reste pluriel et qu'aujourd'hui, la véritable question n'est pas d'arriver à atteindre une parité entre les hommes et les femmes. Elle repose plus particulièrement sur l'accès et l'égalité des chances à tous dans tous les domaines confondus, a-t-elle précisé. Ceci implique la formalisation du secteur informel où les femmes représentent une part importante. C'est la raison pour laquelle la valorisation de l'entrepreneuriat féminin est cruciale parce qu'elle aura un effet remarquable sur l'économie. Enfin, la secrétaire d'État a rappelé l'importance du numérique en cette période de crise sanitaire dans le processus de relance de l'économie et que les femmes doivent être davantage encouragées dans les formations en nouvelles technologies et dans les filières scientifiques et d'ingénierie. En marge du panel inaugural, la secrétaire d'État s'est entretenue avec l'ancienne ministre du Guinée équatoriale et vice-présidente de la Commission économique de l'Afrique centrale, Mme Francisca Belobé, pour évoquer les perspectives de partenariat en matière de promotion des investissements et du développement du secteur privé entre la République du Djibouti et les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Lors de son intervention, la secrétaire d'État, Mme Safia Mohamed, a tout d'abord adressé ses remerciements aux organisatrices et n'a pas manqué de mettre l'accent sur l'enjeu, le défi et les perspectives que revêt la thématique l'empower des femmes. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'empowerment des femmes. C'est une question très essentielle et vitale pour nous. Et l'autonomisation des femmes est primordiale. Et je pense que l'autonomisation repose principalement sur la formation. Une bonne formation à la base ouvre sur des opportunités qui donnent à la femme la possibilité d'être à la tête de son entreprise, d'investir et
Et on a tout à l'heure aussi évoqué la question du genre, la parité homme-femme. Le plus important, c'est de s'assurer qu'elle a les mêmes chances, l'égalité des chances. C'est ça qui compte. Et égalité des salaires aussi. L'égalité des salaires, bien sûr, puisqu'elle a fourni le même effort. Pourquoi serait-elle moins payée que l'homme? Ça, ce serait injuste vis-à-vis d'elle. Donc, ce droit doit être rétabli pour la femme. Et je pense que la question sur laquelle on doit miser et appuyer, c'est l'éducation. L'éducation des filles qui, aujourd'hui, en Afrique, a connu une belle évolution. Nous avons une avancée significative dans ce domaine et nous devons encore aller de l'avant. La question de la formalisation est très importante. Alors, la femme africaine travaille énormément et beaucoup. Et ce qu'il est nécessaire de faire pour l'aider à agrandir son entreprise et mettre en valeur, valoriser son effort, c'est l'aider à sortir de l'informel et de l'orienter vers le formel. Et il est nécessaire de développer des procédures simplifiées pour que la facilité de faire affaire pour elle soit très accessible. Et je pense que la digitalisation est une des solutions. Et en plus de la fiscalité, la digitalisation est une méthode, un moyen qui permettra de réduire le secteur informel et ainsi permettre à la femme de développer et d'être visible et d'avoir des possibilités aussi d'accéder au financement et de s'agrandir. Des premières start-up dans l'autonomie énergétique a fait ses premiers pas à Djibouti. Ce start-up propose une nouvelle gamme innovante des kits solaires conçus pour les ménages qui n'ont pas accès à l'électricité. La vente de ces produits phares, qu'est le kit solaire, est composé d'un panneau solaire, une télévision, une radio, une antenne, un chargeur téléphone, en somme tous les éléments de base nécessaires pour une maison. L'achat de ce kit solaire repose sur un modèle économique, celui du PSU. En d'autres termes, tout client djiboutien paye cela par un paiement mobile de petite taille. L'achat de ce kit repose sur un modèle économique, comme j'ai bien précisé, une sorte de microcrédit de bail 2.0. Dorénavant, plus donc besoin de personnel de terrain. Dans une perspective plus large, les clients qui étaient auparavant non finançables, y compris auprès d'institutions de microfinance, pourront progressivement devenir éligibles à des produits et des services financiers grâce à ce matériel. s'est bien déroulé et a été donc parrainé par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications ainsi que le ministre du Travail. Même je suis japonais, on a l'équipe de jeunes Égyptiens et on travaille durement pour résoudre des problèmes quotidiens avec les technologies et cette fois par partenariat avec Demané. Et on a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc aussi, on a besoin de beaucoup de jeunes très patients et déterminés à travailler avec nous. Donc, si vous êtes passionné et travaillez pour l'impact social, pour résoudre des problèmes de l'électricité, des services financiers, on veut attendre. Donc, s'il vous plaît, contactez-nous. On va travailler ensemble pour créer
un meilleur monde pour la prochaine génération avec les technologies. La compagnie nationale d'Air Djibouti, en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, a organisé hier après-midi la deuxième édition du 10 km à la place du 27 juin. L'événement a réuni quelques jeunes et femmes issus des formations sportives des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, des gardes-côtes, de l'université de Djibouti, de la gendarmerie, de la police nationale qui, dès 14 h de l'après-midi, ont pris d'assaut la place du 27 juin, richement décorée de drapeaux rouges, frappés au centre du logo de la compagnie nationale Air Djibouti. Air Djibouti, principale organisatrice de cet événement sportif, n'a pas lésiné sur les moyens. En effet, notre transporteur aérien national a lors de cette deuxième édition non seulement distribué des t-shirts et des casquettes aux invités, mais elle a également mobilisé des artistes, chanteurs, des musiciens, des acrobates pour les animations de cette journée. C'est dans une ambiance festive et en présence du public vivace qu'a eu lieu cette course qui désormais sera un rendez-vous annuel sponsorisé par Air Djibouti. Cette deuxième édition des 10 km qu'on ne présente plus a été rehaussée par la présence massive, outre les autorités sportives, les férus du sport qui ont été présents à ce rendez-vous. Donc, quant aux remises des prix, mesdames et messieurs, le podium a été donc à 100% aux différents corps des forces armées, dont notamment la FAD, la garde républicaine, de la police. Une fois terminés, les gagnants pour la catégorie de 10 km hommes s'est clôturé avec la première place de Djemal Abdi Dirié de la police nationale, avec un temps de 29 minutes et 11 secondes. Deuxième place, Adan Moussa Absi des forces armées djiboutiennes avec un chrono de 29 minutes 11 secondes et 98 terces. En troisième place, il est Adan Harbe de la police nationale avec un chrono de 29 minutes et 12 secondes. Catégorie féminine 5 km, à la première place est revenue à Habon Ahmed Jama de la garde républicaine avec un chrono de 16 minutes et 49 secondes. La deuxième place, cette fois, est revenue à Malaiko Mohamed, toujours de la garde républicaine avec un chrono de 17 minutes et 49 secondes. Et la troisième place du podium est revenue à Fathia Abdillahi Ledi des forces armées djiboutiennes avec un chrono de 18 minutes et 15 secondes. Et pour clore l'actualité nationale sous la houlette du lieutenant-colonel de l'armée Bias d'Ali Sebi, Omar Mohamed, en étroite collaboration avec la brigade de la douane d'Ali Sebi, ont mené des opérations de ratissage pour endiguer les produits de contrebande sous toutes ces formes qui infestent la région. Durant cette opération,
3900 kg de khat ont été interceptés et 3 cartons de la cigarette de la marque Royal. L'opération se poursuit. Le colonel exhorte la population à rester vigilante et à collaborer avec les forces présentes dans leurs secteurs respectifs. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabi, M. Mohamed Moumin Hassan. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Afrique du Sud, 8,5 milliards de dollars pour la transition énergétique. Plusieurs pays ont annoncé à la COP26 une initiative afin de mobiliser jusqu'à 8,5 milliards de dollars pour financer la transition énergétique en Afrique du Sud. Ces sommes doivent être apportées dans les 3 à 5 ans à venir. Ce partenariat international pour une transition énergétique doit permettre à l'Afrique du Sud, qui tire des sources d'énergie et des centrales au charbon, d'atteindre les objectifs de manière à transmettre donc ces objectifs. L'accord s'accompagne d'un volet d'assistance technique et financier grâce à ces subventions de prêts conventionnels, des investissements, des instruments de partage et des risques. Ce financement permettra, selon le président Cyril Ramaphosa, de prendre des mesures ambitieuses pour le climat et accroître la sécurité. Toujours en actualité internationale, l'anxiété, la pathologie du changement climatique, comme je l'ai si bien précisé dans le titre de ce journal. Peur, anxiété, colère et autres, le changement climatique n'est pas sans conséquence sur la santé mentale. La crainte chronique de l'impact du règlement climatique sur l'avenir est à l'origine de l'éco-anxiété, encore appelée l'angoisse verte. Reconnue lors de la COP25, elle est à provoquer par la crainte des catastrophes naturelles et touche plusieurs personnes. Anxiété, colère et autres, le changement climatique n'est pas sans conséquence sur la santé mentale. La crainte chronique de l'impact du règlement climatique sur l'avenir de la planète est à l'origine de l'éco-anxiété, encore appelée l'angoisse verte. L'American Physiological Association a décrit l'anxiété climatique ou éco-anxiété comme une peur chronique d'une catastrophe environnementale. Alors que le continent ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à l'échelle mondiale, les Africains ne sont cependant pas à l'abri de l'angoisse verte. Une injustice supposée qui frappe des populations des zones exposées aux catastrophes naturelles sans riposte appropriée, comme c'est le cas pour d'autres formes d'anxiété, vivre avec elle à long terme pour nuire à la capacité de fonctionner au quotidien tout en exacerbant les problèmes de santé mentale sous-jacents. Des émissions de gaz à l'échelle mondiale, les Africains ne sont cependant pas à l'abri de l'angoisse verte. C'est dans ce contexte que les dirigeants africains ont exigé les compensations financières. À ce propos, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite du programme sur Télé Djibouti.